23. 56, le 2 novembre 2025. La Russie a commis une erreur fatale. Au-dessus de Bélarus, après avoir déchaîné 1,8 milliard de dollars de destruction sur Cherna, la voix d'un pilote russe crépite dans un hélicoptère. Les ravitailleurs sont imperturbables. Mission accomplie. Mais Moscou allait bientôt comprendre pourquoi ce succès était synonyme de condamnation à mort. Ils avaient oublié la promesse faite par le président Zelensky une semaine auparavant. Pour chaque atout stratégique perdu par l'Ukraine, la Russie en perdrait 2. Et en exactement 32 minutes, cette promesse allait être tenue non pas par une autre frappe de missile, mais par l'assassinat chirurgical des capacités de ravitaillement. Vol de la Russie. À 22h47, depuis la base aérienne de Machulichi, à Bélarus, 2 des derniers avions ravitailleurs Il-78M9. À pleinement opérationnels de Russie ont décollé dans le ciel nocturne. Chacun d'eux est une station-service volante de 150 millions de livres sterling transportant jusqu'à 238 0 livres de carburant d'aviation TS-1. 4 bombardiers. 3 backfire. 222 assuraient l'escorte représentant une puissance aérienne stratégique supplémentaire de 400 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'une simple mission, mais d'une démonstration de force écrasante. À 23H, 26 missiles de croisière. Cages 32 furent largués par les bombardiers M3422 depuis leur pylône filant vers Cherna à Mach 4. L'impact fut dévastateur. 3 entrepôts de HIMARS disparurent dans des dans des explosions secondaires. 2 radars anti-aériens ENTPQ-53 de fabrication américaine devinrent définitivement hors service. En moins de 5 minutes, l'Ukraine avait subi 1,8 milliard de dollars de dégâts. Les bombardiers russes, leur mission accomplie, entamèrent leur virage vers l'espace aérien russe. Mais leur mission n'était pas terminée. Les 222 avides de carburant avaient besoin de rentrer à leur base et les 2 ravitailleurs I-78 se positionnèrent au-dessus du sud de Bélarus pour les ravitailler. Ils se croyaient invulnérables, protégés par la défense aérienne d'une nation amie. Ce fut leur deuxième erreur fatale de la nuit. Le rapport des dégâts de Tchernihiv parvint au bureau du président Zelensky à Kiev. Après un moment de silence, son ordre au commandant des forces armées fut froid et précis. Opération tireur d'élite. 2 autorisés. Donner carte blanche au commandement tactique quant au moment opportun. L'ordre parvint en cascade dans un bunker souterrain de Tcherna. Le général leva les yeux de son écran. Il attendait ce signal depuis le soir du 1 novembre. Pendant 2 jours, ses ressources étaient restées parfaitement immobiles. C'était une embuscade numérique stérile, orchestrée à 4,877 mètres d'altitude. Les 6 drones Lycocent, tels des fantômes dans le froid de la haute altitude, observaient depuis des heures. À 0H12, ils l'aperçurent. L'escadrille russe entama sa descente prévue vers 4,572 mètres, 15,0 pieds, pour se ravitailler en vol, comme le montrait la caméra thermique d'un Laika. Un point rougeoyant apparut sur l'aile gauche du premier appareil. La sonde de ravitaillement atteignit 210 DUGS, 410 de GF. Le déclencheur fut actionné, tout en bas. Dans le silence glacial de la forêt de de Nurovla, 8 Bayard TB-2 s'animèrent. Sur l'écran radar de la batterie S-400 de Baranavichi, 4 cibles prioritaires apparurent soudainement fonçant vers l'espace aérien souverain. Le protocole automatisé du système prit la décision logique, mais fatalement erronée. 28 secondes plus tard, le ciel s'ouvrit sous le feu nourri de 28 intercepteurs. N6DM, lancé en rafale. Chaque missile coûtait plus cher que l'ensemble de l'escadron de leurs Ukrainiens. Les intercepteurs suivirent leur cible avec précision et un à un les 4 leurres creux furent vaporisés dans d'éclats de lumière. Le sacrifice était total. 56 millions de dollars du meilleur système de défense aérienne russe venaient d'être troqués contre 40 dollars de munitions. La batterie S-400 était désormais fortement affaiblie.
Ses opérateurs, le regard fixé sur les tubes de lancement vides, se demandaient où était passée la seconde vague. Mais cette faiblesse avait un autre but. L'unité locale, Panzer S, un qui suivait également les leurs, a ouvert le feu avec ses canons de 30 mm, remplissant le ciel de balles traçantes. Elle a vidé ses chargeurs en quelques secondes, créant ainsi la fenêtre de rechargement critique de 30 secondes sur laquelle comptaient les planificateurs ukrainiens. Les menaces terrestres étant neutralisées, il ne reste plus que les chasseurs d'escorte et le mouvement que personne n'aurait pu prévoir. La solution arrivait déjà de la stratosphère. Lancé près de Kharkov à 0H25, un missile balistique ukrainien Reman 2 a atteint ses coordonnées désignées à 0H28 précisément. L'explosion ne fut pas brutale. Au lieu de cela, elle se produisit à 580 mètres d'altitude, précisément au-dessus de la charge de plomb, Il-78, libérant une ogive à double usage. D'une part, 200 fragments de tungstène déchirèrent l'air, créant un nuage de parasites radar. Mais la véritable arme était une impulsion électromagnétique localisée. Pour les pilotes de chasse russes, le monde est devenu blanc. L'électronique délicate de leur radar AESA de pointe a été momentanément surchargée, inondant leurs écrans d'un véritable déluge de bruit blanc. Ils ont été rendus sourds et aveugles pendant exactement 12 secondes, depuis l'obscurité en contrebas volant à seulement 45 mètres au-dessus du sol forestier. Les 4 véritables barrards entamèrent leur ascension finale. Il s'agissait d'une exécution synchronisée en 4 parties, réalisée par 4 pilotes ukrainiens. La première barre TB 201 a frappé du nord, son laser peignant un minuscule point de lumière invisible sur le moteur numéro 2 du Lidl 78. Pendant 9,2 secondes interminables, le faisceau a tenu, puis son missile Maimel est retombé. Le projectile a percuté le moteur, traversé la coque, déchiquetant les pales du ventilateur et transformant un ouvrage d'ingénierie de 15 millions de dollars en un amas de ferraille inutilisable. Le pétrolier massif a subi une violente secousse à grande vitesse avant de s'écraser instantanément. Il était désormais une cible vulnérable et prévisible. Presque simultanément, le TB-202 porta le coup le plus délicat. Venant du nord-est, son laser marqua le raccord d'un atier renforcé où la sonde du 222 s'amarrait au tuyau du pétrolier. Son missile agit comme une lame à grande vitesse, tranchant la connexion. Un geyser de kérosène jaillissant à un débit de 180 gallons par minute s'est instantanément atomisé, créant un nuage de vapeur massif et extrêmement volatile qui a commencé à envelopper le pétrolier endommagé. Le décor était planté. Le carburant était l'étincelle. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Venue du sud, la TB-23 l'a fournie. Son laser repéra le réservoir de carburant auxiliaire sur l'aile gauche de l'IL-78, désormais enveloppé dans son propre nuage de carburant scintillant. Son missile MML était différent. Sa charge explosive, composée d'explosifs puissants, a explosé à l'impact enflammant les vapeurs de carburant dans une boule de feu à 420 degrés. Mais le plan ukrainien était encore plus impitoyable. Il a détruit le second pétrolier sous les yeux horrifiés de son équipage. Le TB-204, approchant par l'ouest, a repéré son char auxiliaire d'aile droite. Son missile était déjà en place, une police d'assurance pour garantir l'annihilation totale. Les 3 premiers missiles sont arrivés dans la même fraction de seconde terrifiante à 0H 2830, exactement 0,8 secondes après le contact total de la sonde. 222, les lois de la physique ont repris le dessus, l'ogive thermitique a explosé. Son étincelle a atteint le nuage de carburant. Il ne s'agissait pas d'un incendie classique, mais d'une explosion air-carburant. L'air lui-même est devenu la bombe. 108 tonnes de kérosène se sont enflammées dans une explosion air-carburant d'une ampleur colossale. Le premier 78 fut détruit. La structure de l'appareil se brisa au niveau de la trame 42, le coupant en deux. Une épave en flammes tomba du ciel à un angle de 47 degrés, emportant avec elle le 222M. 3 qui y étaient attachés comme une pierre. Il n'y eut aucune issue pour le second 78. L'onde de choc de l'air surchauffé de la première explosion. Un véritable mur de feu s'abattit sur l'appareil au moment précis où le 4e missile perça son réservoir d'ailes. Il s'ensuivit une réaction en chaîne catastrophique. À 0H
2842, une seconde explosion encore plus violente blanchit le paysage, transformant la nuit noire en un jour d'une violence inouïe. Les pilotes de chasse russes, leurs écrans enfin dégagés après l'impulsion électromagnétique, ne virent qu'un brasier grandissant à l'endroit où se trouvaient leurs avions ravitailleurs. Un silence stupéfait régna un instant. Puis, une fureur brute les submergea. Le MiG-30 est un numéro. 217 a tiré un missile air, 37M à longue portée à 0H, 28 mi, 38. Son radar encore en phase de récupération n'a pas pu établir un verrouillage précis. Le missile a suivi une trajectoire erratique, manquant sa cible fantôme de 29 km. Su-35 numéro 4 a tiré un missile neuf, M426, 27 secondes plus tard. Dans la confusion, son autodirecteur a verrouillé le plus gros débris en chute libre, une aile en feu du premier Il-60 Dix-8, et l'a détruit inutilement. Mais un troisième pilote, aux commandes du Su-35 numéro 7, était plus froid. Il ignora les écho-radars massifs provenant de l'épave en chute libre. Il savait que les responsables seraient petits, voleraient bas. Voleraient bas et seraient en fuite. Sa caméra thermique scruta la sombre lisière de la forêt en contrebas à la recherche d'une lueur de chaleur d'un fantôme se détachant sur le sol froid. Il en trouva une. TB-204. Le drone qui avait immobilisé le second ravitailleur fut le dernier à s'échapper. Sa trajectoire de fuite était légèrement plus lente, juste suffisante. Le pilote russe aperçut la signature thermique fugace plongeant vers la forêt. Il effectua un virage serré avec son avion de flanc et plongea à sa poursuite. Au lieu de gaspiller un missile sur une petite cible, il réduisit la distance à 800 mètres et ouvrit le feu avec son canon GSH-31. Une rafale de munitions de 30 mm a fendu l'air à 3 fois la vitesse du son. Le TB-204 a explosé. Il s'est vaporisé en un nuage de fibres de carbone et de composants électroniques. Un petit éclair secondaire dans la nuit simple, note de bas de page à l'incendie principal. Lorsque le pilote russe s'est redressé, c'était fini. 3 des 4 barricades ukrainiennes avaient disparu sous la canopée. La 4e ne reviendrait pas. Un prix faible mais amer pour un coup de maître stratégique. Le champ de bataille numérique s'est tu, mais l'onde de choc stratégique commençait à peine à se faire sentir. Les dégâts immédiats étaient catastrophiques. 2 ravitailleurs Il-60-18, M98 ont été détruits. 2 bombardiers DD-22M. 3 ont été entraînés dans leur chute en tant que dommages collatéraux. Au total, 560 millions de dollars de matériel aéronautique russe, de pointes réduits en ferraille dans un champ bélarien. Mais le véritable coût ne se mesurait pas en dollars. Il se mesurait en paralysie stratégique. Avec la destruction de ces 2 appareils, la Russie ne disposait plus que de 8 ravitailleurs Il-60 Dix-8 opérationnels pour l'ensemble de sa flotte mondiale. Sa flotte d'avions à long rayon d'action, fleuron du Kremlin, était ainsi paralysée. Elle avait perdu la capacité de frapper des cibles à plus de 400 mètres de profondeur en Ukraine. Il ne s'agissait pas d'un revers temporaire, mais d'une castration stratégique qui allait durer 6 mois. Pris de panique, les derniers pétroliers russes furent immédiatement évacués vers la base navale d'AMS en Sibérie. Mais le cauchemar du Kremlin ne faisait que commencer. L'opération José Sniper n'était que le premier acte d'une nuit de représailles à l'échelle nationale. Tandis que les pétroliers brûlaient à Barousse, le reste de la Russie était systématiquement démantelé. À des centaines de kilomètres à l'est, 40 drones pilleurs à longue portée se sont abattus sur la raffinerie de pétrole de Ryazan, l'une des plus grandes de Russie, transformant son unité de distillation principale en une colonne de feu visible à 80 km de distance. Simultanément, près de Voronezh, un autre essaim de drones a contourné les défenses aériennes locales pour frapper l'usine Electron, une installation clé produisant des systèmes de guidage pour des drones de combat ravageant les chaînes d'assemblage avionique. À Bryansk, lors de la frappe la plus chirurgicale de toutes, un seul drone explosif n'a pas ciblé un bâtiment, mais la sous-station de traction alimentant la principale ligne de chemin de fer vers le front. Il n'a pas détruit les rails. Il a simplement coupé le courant, paralysant tout le transport militaire pendant des jours. Il ne s'agissait pas d'une série d'attaques isolées. C'était une offensive coordonnée sur plusieurs fronts contre le système nerveux de la machine de guerre russe, exécutée avec une précision terrifiante.
Les répercussions politiques furent tout aussi rapides. À 4h11 du matin, un président Loussenko, furieux, appela Poutine. La question était simple et cinglante. « Vous m'avez dit que mon espace aérien était sûr. » L'annonce du succès de la frappe a électrisé les alliés de l'Ukraine. Les États-Unis et la Pologne ont annoncé conjointement un nouveau plan d'aide de 5 milliards de dollars, accélérant la livraison de missiles INTAC-MS et de 300 drones Switchblade 6 Sense. Examinons le bilan final. Cette opération a été lancée en réponse à une attaque contre l'Ukraine d'un coût de 1,8 milliard de dollars. Le coût total des ressources déployées pour exercer cette vengeance, incluant le missile balistique, les munitions intelligentes et le drone perdu, s'élevait à environ 8,5 millions de dollars. Pour ce prix, l'Ukraine a infligé à la Russie des pertes matérielles directes estimées à 560 millions de dollars, soit un retour sur investissement de plus de 65 pour 1. Même les meilleurs fonds spéculatifs de Wall Street ne peuvent générer de tels profits. Cette bataille a mis en évidence une nouvelle loi de la guerre moderne. Le vainqueur n'est pas celui qui possède les avions les plus chers, mais celui qui peut transformer une fenêtre de vulnérabilité de 0,8 secondes en 6 mois de paralysie stratégique grâce à 4 faisceaux laser et 4 petites bombes. Mais cette nouvelle loi de la guerre n'était pas qu'une leçon théorique. Cela a déclenché une course géopolitique immédiate et frénétique. Humilié et dos au mur, Poutine a fait un geste qui trahissait son désespoir. Le 6 novembre, 3 jours seulement après la destruction de ses précieux pétroliers, le Kremlin a annoncé qu'il acceptait un contingent de volontaires nord-coréens. Soyons clairs. 0 soldats nord-coréens vont servir de chair à canon sur le front et 0 sapeurs de combat vont être mobilisés pour reconstruire les infrastructures que les drones ukrainiens détruisaient frénétiquement et méthodiquement. C'était un aveu international de pertes humaines catastrophiques. Poutine importait désormais des soldats de l'État et soldats de l'État paria le plus isolé au monde pour maintenir ses positions. Cette décision a également mis le feu aux poudres en Asie, plaçant la Corée du Sud et le Japon en état d'alerte maximale. La réaction occidentale fut immédiate et décisive. Mais leur décision ne reposait pas uniquement sur le succès spectaculaire de l'Ukraine dans les airs. Ils constataient également la réalité brutale et sanglante sur le terrain. Près de Kursk, les forces russes continuaient d'avancer, utilisant leur masse colossale pour gagner 34 miles carrés de territoire par semaine au prix d'un sang-froid effroyable pour chaque mètre carré. Face à cette dualité, la brillance ukrainienne contre la force brute russe, les États-Unis et la Pologne n'ont pas hésité. Ils ont annoncé leur plan d'aide commun de 5 milliards de dollars. Elle était parfaitement adaptée à cette nouvelle réalité. 300 Switchblade 6 Sense pour freiner l'avancée russe au sol et les missiles Attack-EMS à longue portée nécessaires pour reproduire des frappes stratégiques comme l'opération Hose Sniper à une échelle encore plus vaste. Mais c'est le premier ministre suédois Ulf Kristersson qui a formulé cette nouvelle réalité européenne. S'exprimant le 6 novembre, il a appelé à un isolement permanent et durable de la Russie par l'UE et l'OTAN. Son message était clair, il ne s'agissait plus de négocier la fin de la guerre, mais d'ériger un mur infranchissable militairement, économiquement et politiquement autour d'un État voyou. Il a réclamé une coupure totale et définitive de tout le gaz russe et une nouvelle ère pour les dépenses de défense européennes. Les bases d'une confrontation générationnelle se dessinaient, et ainsi les événements du début novembre ont tracé une ligne claire dans le sable. D'un côté, le Kremlin recourt à des attaques massives et à des alliances avec des royaumes ermites. De l'autre, l'Ukraine prouve que l'avenir de la guerre appartient à ceux qui savent innover, s'adapter et transformer la plus grande force de l'ennemi en sa plus grande faiblesse. Le prochain chapitre reste à écrire, et ces nouvelles armes joueront un rôle crucial. Nous en arrivons donc à la question stratégique du jour. Si vous étiez le commandant ukrainien recevant cette nouvelle aide, quelle serait votre priorité? Utiliseriez-vous les attaques EMS pour lancer davantage d'attaques de précision en profondeur en Russie, paralysant leur logistique à distance? Ou déploieriez-vous les couteaux à cran d'arrêt et les munitions de précision pour stopper l'avancée russe à Pakhovsk? Faites-moi part de votre choix stratégique et de votre raisonnement dans les commentaires ci-dessous. Au revoir pour l'instant.